Un cri perçant fendit la nuit. Le corps d'une femme gisait inerte dans une baignoire d'hôtel, 5 étoiles, tandis que les flashs des secours illuminaient la scène comme dans un mauvais rêve hollywoodien. Ce 11 février 2012, au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, le monde perdait Whitney Houston et il ne s'en est jamais remis. L'eau était encore tiède, le maquillage intact. Pourtant quelque chose s'était brisé bien avant cette fin tragique. Les tabloïds affamés parlaient d'un accident. Les fans pleuraient une idole disparue trop tôt. Mais derrière les gros titres se cachait une histoire plus sombre, plus insidieuse, celle d'un amour qui lentement mais sûrement l'avait détruite. Whitney Houston avait toute une voix bénie des dieux, une carrière fulgurante, une beauté éthérée. Mais dans l'intimité, elle était prisonnière d'une spirale toxique, prise entre les bras d'un homme qu'elle disait aimer, et les chaînes invisibles de la dépendance et de la violence. Son nom, Bobby Brown. Son mari, Son Chaos, au fil des ans, ce qui avait commencé comme une romance sulfureuse, s'était transformé en drame à huis clos. Les disputes, les soupçons, les addictions partagées, l'amour n'était plus qu'un champ de ruines. Et Whitney, autrefois, si lumineuse, semblait s'éteindre à petit feu, sous le regard impuissant du public. Comment une icône adulée dans le monde entier a-t-elle pu tomber aussi bas sans que personne ne puisse la sauver? Comment la diva des années 80 est-elle devenue l'ombre d'elle-même errant entre les plateaux télé et les tribunaux? La réponse se trouve dans les replis de son passé, dans les failles de son enfance, dans les éclats de verre de sa vie amoureuse. Car pour comprendre l'effondrement, il faut remonter à l'origine. Et pour cela, il faut retourner là où tout a commencé. Tout a commencé bien avant les projecteurs, bien avant les premières notes de musique. Whitney Elizabeth Houston est née le 9 août 1963 dans le quartier modeste de Newark, dans le New Jersey. Elle n'était pas encore une star, mais déjà le destin avait placé sur ses épaules un fardeau invisible. Sa mère, Cissy Houston, chanteuse de gospel renommée, baignait la maison de chants religieux, mais aussi d'exigences écrasantes. À la petite Whitney, on ne laissait que peu de place pour l'erreur, il fallait briller, il fallait être parfaite même à l'église. Son père, John Houston, lui était un homme d'affaires froid et distant, plus préoccupé par l'image que par les émotions. S'il la soutenait en apparence, ses absences répétées et son autorité rigide ont forgé chez Whitney une faille, le besoin d'être aimé coûte que coûte, même si cela signifiait se perdre en chemin. L'environnement familial, bien qu'imprégné de musique et de foi, était tout sauf serein. Les disputes éclataient à huis clos, les silences étaient lourds comme le plomb. Whitney observait, absorbait et apprenait déjà qu'il fallait sourire même quand le cœur saigne. Cette leçon-là, elle ne l'oublierait jamais. Dès son plus jeune âge, elle se montre hypersensible. Elle capte les humeurs, s'efface, pour ne pas déranger, offre sa voix comme unique manière de se faire entendre. Dans sa chambre, elle chantait pour calmer les tempêtes intérieures. À l'extérieur, elle devenait la petite fille modèle, celle qu'on montre avec fierté à la messe du dimanche. Mais à l'intérieur, un gouffre se creusait. L'ombre de sa cousine Dionne Warwick, et surtout celle d'Aretha Franklin, proche de la famille et figure presque divine, planait en permanence sur elle. Comment exister aux côtés de telles légendes sans se sentir minuscule? La pression d'être la prochaine grande voix ne laissait aucun répit. Elle n'était pas simplement une enfant, elle était un projet. Whitney développe très tôt une relation ambivalente avec sa propre image. Belle, élégante, talentueuse, elle devient objet de fierté, mais aussi de projection. On lui construit un trône, mais on l'y attache solidement. Elle comprend qu'être aimée exige des sacrifices, celui de la spontanéité et de la liberté, et parfois de l'identité. Et cette faille, ce besoin viscéral d'être regardée avec admiration et amour, allait plus tard ouvrir la porte à un homme qui prétendait l'aimer, mais ne ferait que la détruire. Avant lui, Whitney était déjà fragile. Avec lui, elle allait se briser. Lorsqu'elle monte pour la première fois sur scène, c'est comme si le monde s'arrêtait de tourner. Sa voix pure, puissante, traversait les âmes. Très vite, les maisons de disques la remarquent. À seulement 19 ans, elle signe avec Arista Records et Clive Davis, figure légendaire de l'industrie musicale, devient son mentor. Il voit en elle une star planétaire, un phénomène destiné à marquer l'histoire. Et il avait raison. Son premier album, Whitney Houston, 1985, est un triomphe. Le monde découvre Saving All My Love, For You How Will I Know, Greatest Love of All. La jeune fille de Newark devient en quelques mois la voix de l'Amérique. Élégante, souriante, disciplinée, elle incarne une forme de perfection inaccessible. Une princesse de la pop lavée de toute impureté, façonnée pour plaire à tous les publics. Mais derrière cette ascension fulgurante, une autre Whitney se débat. Celle qu'on ne voit pas. Celle qui s'efface derrière les exigences commerciales, les séances photos interminables, les interviews millimétrées.
Clive Davis gomme ses influences gospel pour la rendre plus mainstream. On l'éloigne de son héritage afro-américain pour la modeler à l'image du rêve américain lisse brillante aseptisée. Et Whitney Dosey l'accepte. Elle veut être aimée. Elle veut réussir. Le succès continue. Son deuxième album Whitney, 1987, fait encore mieux, puis vient I'm Your Baby Tonight, 1990, plus urbain, plus affirmé. Et surtout en 1992, son rôle iconique dans The Bodyguard aux côtés de Kevin Costner, le film est un phénomène mondial et sa reprise de I Will Always Love You devient l'une des chansons les plus vendues de tous les temps. Tout semble parfait, mais les premiers signes de fissure apparaissent. Lors de certaines apparitions télévisées, son regard est vide. Son sourire devient mécanique. Les rumeurs de consommation de drogue circulent. Elle les nie bien sûr, elle rit nerveusement et continue. Parce qu'il le faut, dans les coulisses, Whitney Houston est déjà une femme fatiguée, éreintée par les tournées étranglées par la pression d'être parfaite, elle commence à s'effriter. La solitude, les doutes, les blessures non cicatrisées refont surface. Mais qui pourrait comprendre? Elle est la Whitney Houston. Elle ne peut pas échouer. Et c'est précisément à ce moment-là, au sommet de sa gloire, qu'il entre dans sa vie. Bobby Brown, chanteur de R, B-Bad Boy connu autant pour ses tubes que pour ses excès. Il est son opposé provocateur, imprévisible, indompté. Elle est l'étoile sage, il est la flamme dangereuse. Et pourtant, entre eux, l'attraction est immédiate. C'est pas un conte de fées, c'est le début d'un engrenage. Ils se rencontrent en 1989, lors des Soul Train Music Awards. Whitney Houston, reine incontestée de la pop, traverse le tapis rouge avec grâce. Bobby Brown, quant à lui, est l'enfant terrible du R. B a la réputation sulfureuse. Lorsqu'il lui adresse la parole pour la première fois, c'est avec une désinvolture surprenante. Il se moque d'elle, lui fait une remarque piquante, et elle éclate de rire. Contre toute attente, c'est cette irrévérence qui l'attire. Elle s'y lisse, trouve en lui un souffle de vie brute. Lui s'y rebelle et fasciné par sa lumière. Leur relation démarre dans l'euphorie, et rien danse se défient, tout semble exagéré comme un manège lancé à pleine vitesse. En 1992, ils se marient dans une cérémonie privée. Peu de temps après, naît leur fille Bobby Christina. Aux yeux du monde, ils forment un couple atypique, déroutant mais amoureux. En réalité, leur histoire est déjà contaminée par la dépendance, la jalousie, les conflits. Whitney, qui jusque-là cachait soigneusement ses failles, commence à se perdre. Bobby est instable possessif, souvent absent ou sous l'influence. Les disputes deviennent fréquentes, parfois violentes. Les témoins racontent des cris, des portes qui claquent, des objets brisés, mais elle tient bon. Elle croit encore que l'amour peut tout réparer. Elle le défend publiquement même lorsque les marques sur son corps parlent à sa place. Ce qui les unit est aussi ce qui les détruit, la peur de la solitude, l'envie d'être compris, la dépendance à l'autre, mais aussi aux substances. Car très tôt dans leur mariage, la drogue devient une troisième présence constante. Cocaïne, crack, médicaments, ce n'est plus un secret. Les plateaux d'émission commencent à s'inquiéter, Whitney arrive en retard, semble confuse, perd du poids. Elle nie chante, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais ses proches voient tout, sa mère tente d'intervenir, elle organise des confrontations, des séjours en désintoxication. En vain, Whitney est accro à la drogue, mais surtout à Bobby. À cette illusion qu'ensemble, ils peuvent être normaux, heureux, libres. C'est une emprise, une prison à ciel ouvert. Plus il l'humilie, plus elle s'accroche. Plus il disparaît, plus elle le supplie de revenir. Bobby, lui, se débat aussi avec ses démons. Sa jalousie est maladive. Il ne supporte pas la lumière qui entoure sa femme. Il la soupçonne de flirter avec ses collaborateurs. Il exige qu'elle limite ses déplacements, qu'elle lui consacre toute son attention. L'amour devient surveillance. La tendresse devient contrôle. Et Whitney change, lentement, douloureusement. Elle s'éloigne de la scène. Sa voix jadis limpide devient rauque. Ses apparitions se font rares, chaotiques. Le public ne reconnaît plus son idole. Elle qui incarnait la grâce et la discipline devient une figure de scandale. Et pourtant, malgré tout, elle reste fidèle. À lui, à ce rêve empoisonné. En 2003, un épisode marque un tournant brutal. Bobby est arrêté pour avoir frappé Whitney au visage. Les photos de ses blessures fuitent. Le monde s'indigne et Whitney, encore une fois, le défend. Elle minimise, elle pardonne, parce que sans lui, elle ne sait plus qui elle est. Leur relation est un cercle vicieux. Une danse entre passion et destruction. Les rares moments de tendresse sont noyés dans une mer de cris, de soupçons de rechute. Ils tentent plusieurs fois de se soigner ensemble ou séparément. Mais la toxicité est trop profonde. Ils se nourrissent l'un de l'autre, mais s'empoisonnent à chaque gorgée. Ce n'était pas de l'amour, c'était une survie à deux. Et Whitney, lentement s'effaçait dans ce théâtre de douleur. Le 11 février 2012. Une date comme les autres pour le monde, jusqu'à ce qu'elle devienne une cicatrice dans la mémoire collective.
Ce soir-là, Whitney Houston est attendue à la soirée de gala organisée par Clive Davis à l'occasion des Grammy Awards. Un événement qu'elle ne raterait pour rien au monde, et pourtant, cette fois, elle n'y viendra jamais. Quelques heures plus tôt, elle est vue dans le hall du Beverly Hilton Hotel. Désorientée, les yeux rouges, la voix éraillée, des témoins affirment qu'elle parle toute seule, qu'elle rit nerveusement. D'autres racontent qu'elle chantonne dans l'ascenseur comme pour chasser un fantôme invisible. Elle remonte dans sa chambre au 4e étage. C'est la dernière fois que quelqu'un la verra vivante. À 15h36, un appel panique est passé à la réception. Whitney est retrouvée inanimée dans la baignoire, le visage sous l'eau. Les secours arrivent, tentent de la réanimer. En vain. Le corps est encore chaud, mais la vie s'est déjà échappée. L'autopsie révélera plus tard la présence de cocaïne, de benzodiazépine, d'antihistaminiques. Son cœur, affaibli par des années d'abus, a fini par lâcher. Accident, suicide, passif, le doute persiste. Mais la conclusion est implacable, Whitney Houston est morte à 48 ans seule, dans une chambre d'hôtel quelques heures avant la plus grande fête de l'industrie musicale. La nouvelle se propage comme une onde de choc, les réseaux explosent, les chaînes de télévision interrompent leurs programmes. À l'intérieur du gala de Clive Davis, l'ambiance bascule, certains veulent annuler. D'autres décident de lui rendre hommage. Mariah Carey pleure, Beyoncé garde le silence, les plus jeunes artistes qui ont grandi en l'écoutant sont bouleversés. Une étoile s'est éteinte, et c'est le monde entier qui vacille. Mais derrière la tristesse, une colère monte. Comment a-t-on pu laisser faire? Où étaient ceux qui l'aimaient? Pourquoi tant de silence, tant de regards détournés? Des proches accusent Bobby Brown. Certains médias parlent de meurtre par négligence. D'autres se penchent sur le rôle des maisons de disques qui ont continué à l'exploiter malgré ses faiblesses évidentes. Et le public, partagé entre compassion et incompréhension, se demande comment une femme aussi adorée a pu finir ainsi. Dans les jours qui suivent, la chambre 434 devient un lieu de pèlerinage. Des fans déposent des fleurs, des bougies, des lettres. Les journalistes campent devant l'autel. Les images de la baignoire, des draps froissés, du miroir embué circulent. On scrute chaque détail, on cherche des réponses. Mais la vérité est plus insidieuse. Whitney Houston est morte bien avant ce 11 février. Elle est morte à petit feu à chaque fois qu'on l'a trahie, humiliée, oubliée. Ses proches prennent la parole. Sa mère Sissy, dévastée, avoue qu'elle avait peur de recevoir cet appel depuis des années. Son frère Michael confesse qu'il lui a fait découvrir la drogue. Bobby Brown lui nie toute responsabilité. Il déclare l'aimer toujours, mais refuse de porter le poids de sa chute. L'Amérique se divise victime ou complice, amour ou poison. La presse fouille. Des anciens collaborateurs racontent les dernières années des concerts annulés, des crises d'angoisse, des rechutes. Une Whitney paranoïaque, recluse obsédée par sa fille, mais incapable de sortir du gouffre. Les images de ses apparitions publiques réapparaissent ses cheveux, désordonnée, sa voix brisée, son regard perdu. On croyait l'avoir comprise, on se rend compte qu'on ne l'a jamais vraiment écoutée. Et au cœur de ce vacarme, une question persiste lancinante, cruelle. Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi avons-nous tous regardé cette femme tomber sans jamais tendre vraiment la main? La mort de Whitney Houston n'a pas seulement été un drame personnel ou une perte artistique. C'était une détonation sociale, un miroir tendu à une industrie aveugle, à une société qui consomme ses idoles jusqu'à l'épuisement. Dans les semaines qui ont suivi le deuil, s'est mêlé aux interrogations et les silences se sont fissurés. Son enterrement organisé à Newark, dans l'église où elle chantait enfant, a rassemblé les plus grandes voix de la planète. Kevin Costner prononce un discours bouleversant. Alicia Keys sanglote en jouant du piano. Clive Davis, son mentor, évoque une femme dont le cœur était plus vaste que sa voix. Et dans un coin, Bobby Brown, visage fermé, quitte la cérémonie après quelques minutes prétextant des tensions avec la famille Houston. Le symbole est brutal, même dans la mort, la fracture demeure. Les médias fouillent sans relâche. L'autopsie confirme ce que beaucoup soupçonnaient, un cocktail fatal de drogue, mais pas de traumatisme physique. Pas de meurtre, pas de suicide explicite. Juste un corps usé. Une âme fatiguée. L'industrie musicale est pointée du doigt. Comment a-t-on pu laisser une femme aussi fragile continuer à travailler, à monter sur scène, à être exhibée comme une relique vivante, sans protection? La famille Houston engage une série d'interviews parfois contradictoires. Cissy Houston, dans un livre déchirant, confesse qu'elle aurait voulu serrer sa fille plus fort plus tôt. Son frère Michael se sent coupable. Mais celui que le public vise le plus, c'est Bobby Brown. Dans les mois qui suivent, il accorde des entretiens ambigus entre larmes et déni.
Il rejette toute responsabilité, affirmant que Whitney était déjà dans la drogue avant lui. Ses mots heurtent, il divise. Était-il un bourreau ou un complice impuissant, un homme brisé ou un égoïste aveugle? Et puis vient le plus terrible 3 ans plus tard. En 2015, Bobby Christina, leur fille unique, est retrouvée inconsciente dans sa baignoire. Même scénario, même silence, elle tombe dans le coma, elle ne se réveillera jamais. Elle meurt à 22 ans. La boucle est bouclée sinistre, comme si la douleur s'était transmise héréditaire, inexorable. Le monde est abasourdi. 2 femmes, 2 générations de tragédies dans l'eau stagnante d'une baignoire. Des révélations émergent. Des proches révèlent l'ampleur du contrôle de Bobby Brown, son emprise psychologique, ses excès de colère, ses absences. Des assistants racontent que Whitney, dans ces derniers mois, pleurait tous les soirs, que sa fille était son dernier lien à la vie et que l'idée de la perdre la terrifiait. Les paparazzis vendent des images volées, les tabloïds prospèrent, mais une vérité brute s'impose. Whitney Houston n'a pas été seulement victime d'elle-même. Elle a été abandonnée, broyée, trahie. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Whitney Houston, les images se superposent comme les pages déchirées d'un roman inachevé. Il y a la jeune fille souriante en robe blanche chantant à l'église. Il y a la diva auréolée de gloire tenant le micro avec cette grâce divine. Et puis il y a les dernières années, l'ombre, les silences, les regards, fuyant les mains tremblantes. Mais ce qui reste, malgré tout, c'est la voix, inaltérable, immortelle. Whitney Houston a laissé derrière elle un héritage musical que même le temps ne peut ternir. Des morceaux comme I Have Nothing, I Will Always Love You ou Run to You continuent de faire frissonner des millions de cœurs. Elle a ouvert la voie à une génération entière d'artistes noirs, leur prouvant que l'excellence vocale pouvait transcender les barrières raciales et commerciales. Elle a aussi laissé une leçon douloureuse, mais nécessaire. La célébrité ne protège pas des blessures profondes. Elle les amplifie, elle les rend invisibles à force d'éclat. Et dans cette lumière crue, les failles deviennent béantes. Son histoire a changé le regard de l'industrie musicale sur la santé mentale, sur la dépendance, sur l'image destructrice de la femme parfaite. Dans les années qui ont suivi sa disparition, des documentaires, des enquêtes, des témoignages ont levé le voile sur les rouages d'un système qui fabrique des icônes, puis les abandonne. Whitney Houston est partie, mais son chant résonne encore comme un cri venu du fond des âges. Un cri de beauté, de douleur, de vérité, et peut être là sa plus grande victoire, être restée humaine jusqu'au bout